Bonjour et bienvenue dans notre exploration d'aujourd'hui. Une analyse qui, on en est persuadé, va faire écho chez énormément de personnes. Ah oui, bonjour, je suis ravie d'être là. C'est un sujet tellement crucial. Absolument. Alors notre mission pour cette plongée au cœur de nos sources, c'est d'explorer les concepts fascinants du livre d'Alessandra Cordet, Mon enfant ne m'écoute pas. C'est un texte qui propose vraiment de repenser la dynamique familiale de fond en comble. Ouais, de la cave au grenier, carrément. L'objectif de cette exploration, c'est de comprendre une transition fondamentale, celle de passer d'un modèle éducatif très traditionnel, extrêmement hiérarchique. Le fameux «je décide, tu te tais et tu obéis». C'est ça. Passer de ce modèle-là vers ce qu'on appelle une parentalité consciente. Une approche qui s'appuie sur les neurosciences et sur la véritable connexion émotionnelle. Et c'est important de le souligner. Tout à fait. Et d'ailleurs, je tiens à le préciser tout de suite pour notre auditoire, le ton de cet échange se veut totalement déculpabilisant. Oui, il ne s'agit pas du tout de pointer du doigt les parents fatigués, bien au contraire. L'idée, c'est vraiment de fournir des clés de compréhension. Bon, décortiquons un peu tout ça. Car la base même de toute éducation, de toute patience en fait, c'est d'abord l'état d'esprit et le niveau d'énergie des parents eux-mêmes. Si on relie ça à une perspective plus large, le constat sociétal que pose l'autrice est frappant. Et surtout, il est nécessaire de l'entendre. C'est-à-dire, Eh bien, la société actuelle épuise littéralement les familles. Le tableau dépeint une réalité que beaucoup connaissent très bien. Aujourd'hui, on a souvent deux parents qui travaillent, qui finissent tard, avec des journées qui n'en finissent plus. et de l'autre côté, les enfants ont eux aussi des journées interminables. Que ce soit à l'école, à la crèche, avec les activités extrascolaires. Exactement. On évolue dans un système profondément axé sur la performance, sur la productivité, un rythme complètement effréné en somme. Un rythme qui, au final, ne respecte ni les besoins des adultes, ni ceux des enfants. C'est clair. Le résultat inévitable de cette course, c'est un épuisement généralisé, un stress chronique. Les parents enchaînent les tâches de la journée comme des robots et rentrent à la maison totalement vidés de leur énergie. Et secrètement, ils espèrent quoi? Que les enfants exécutent la routine du soir comme de parfaits petits soldats pour pouvoir enfin se poser 5 minutes. Ah, c'est tellement vrai. On rêve tous de ce moment où la maison s'endort enfin et où le silence revient. Et c'est là qu'intervient une idée forte de la source, qui va presque à contre-courant de notre culture du sacrifice. Oui, l'idée que prendre soin de soi n'est pas un acte égoïste. C'est même tout l'inverse, hein. Mais pour être honnête, quand on a une montagne de linge en retard et un petit qui réclame de l'attention, prendre du temps pour soi, ça ressemble quand même à un luxe impossible. C'est perçu comme un luxe, oui. Mais la source insiste lourdement là-dessus, c'est le fondement absolu d'une parentalité saine. Hum, hum. L'autrice souligne très justement que les adultes ont cette fâcheuse tendance à se placer tout en bas de leur propre liste de tâches. On s'occupe du travail, de la maison, de l'école, et s'il reste 5 minutes, on pense à soi. Voilà. Or, un parent qui se néglige, qui ne recharge jamais ses batteries, finit inévitablement par perdre toute patience. Le mythe de l'égoïsme s'effondre ici. Pour prendre soin des autres et être émotionnellement disponible, il faut d'abord s'assurer qu'on a soi-même un réservoir plein. J'aime beaucoup l'analogie utilisée dans notre source pour illustrer ça. La parentalité n'est pas un sprint, c'est un marathon. C'est une excellente image. Et on ne demande pas à un marathonien de courir 42 km sans jamais boire une gorgée d'eau, c'est absurde. Tout à fait. Il faut absolument recharger ses réserves pour tenir sur la distance. Et cela passe par une hiérarchisation très stricte de nos besoins. L'autrice explique qu'avant même de penser aux besoins de socialisation avec des amis ou à la pratique d'un sport de haut niveau, il faut impérativement satisfaire ses besoins de survie de base. On parle de choses aussi élémentaires que le sommeil ou une alimentation correcte, n'est-ce pas? Absolument. Donc, manger les restes de pâtes froides de son enfant, debout devant l'évier, ça ne compte pas comme un vrai repas réparateur. Non, ça ne compte pas. Et c'est très révélateur de voir combien de personnes sacrifient leur sommeil pour regarder une série très tard le soir. Ah, le fameux juste un dernier épisode. C'est ça. C'est une façon désespérée de grappiller un petit moment de répit, un sentiment de reprendre le contrôle sur sa journée. Mais sans un sommeil réparateur, c'est tout le fonctionnement psychique et émotionnel qui s'effondre le lendemain. On sait tous comment ça finit le lendemain matin. Et le danger de cette accumulation de fatigue, de ce manque de véritable temps de pause, c'est ce que la source décrit de façon très imagée comme l'effet cocotte-minute. Sans ce temps pour faire redescendre la pression, le parent rentre chez lui comme une cocotte sous pression avec la soupape bloquée. La pression monte au travail, dans les bouchons, Avec la charge mentale, les factures. et soudain, le moindre petit comportement de l'enfant agit comme une étincelle. Les cris qui suivent ne sont souvent pas du tout proportionnels à ce que l'enfant vient de faire.
Exactement. La colère explose, non pas à cause du verre d'eau renversé en réalité, mais tout simplement parce que le réservoir de patience de l'adulte est complètement à sec. C'est fou de le voir sous cet angle. Et c'est un mécanisme qu'il est crucial d'identifier, non pas pour s'auto-flageller, mais pour cesser de culpabiliser et commencer à ajuster le tir. La prévention de ce stress accumulé, c'est la toute première étape pour rétablir une dynamique familiale apaisée. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'une fois qu'on a posé ce contexte indispensable sur l'épuisement parental, la source nous invite à un véritable changement de paradigme concernant les enfants eux-mêmes. Il y a un paradoxe incroyable dans nos attentes culturelles. Quel paradoxe, précisément. Eh bien, tout le monde comprend très bien qu'on ne peut pas demander à un enfant de 6 ans de gérer le budget du foyer ou de remplir une déclaration d'impôt. Ce serait absurde. Ça nous paraît d'une logique implacable, c'est hors de ses capacités. Pourtant, de manière assez déraisonnable, on exige de ce même enfant qu'il soit capable de se réguler émotionnellement avec le flegme et la maturité d'un adulte de 40 ans. C'est tout à fait ça. S'il fait une crise de larmes au supermarché, la culture ambiante nous pousse souvent à croire qu'il fait un caprice, qu'il cherche à nous manipuler ou qu'il s'amuse consciemment à tester les limites. Cette idée de l'enfant machiavélique qui chercherait à prendre le pouvoir ou à manipuler l'adulte est une construction culturelle extrêmement ancrée. Pourtant, les découvertes scientifiques récentes nous disent tout autre chose. Ah oui, la fameuse lumière qu'apportent les neurosciences. Exactement. Et elle est fondamentale ici. Pour faire simple, l'enfant n'est pas un petit manipulateur. Alors, s'il ne fait pas ça pour nous rendre fous, que se passe-t-il vraiment dans sa tête? L'explication se trouve au niveau de son cortex préfrontal. Cette zone du cerveau, située juste derrière le front, est le siège de ce qu'on appelle les fonctions exécutives. D'accord. C'est elle qui permet de faire des choses très complexes, comme inhiber un comportement impulsif, anticiper les conséquences d'une action, maintenir son attention et surtout réguler l'intensité de ses émotions. Donc c'est un peu le centre de contrôle, le système de freinage du cerveau en quelque sorte. C'est exactement le frein. Or, ce qu'il faut absolument retenir de cette analyse, c'est que ce cortex préfrontal est loin d'être achevé durant l'enfance. Selon la science, il n'arrive à pleine maturité que vers l'âge de 25 ou 30 ans. Attends, 25 ou 30 ans? Oui, C'est énorme! Donc, biologiquement parlant, exiger d'un jeune enfant une autorégulation parfaite, c'est littéralement lui demander l'impossible. c'est ça. Cela revient à lui demander de faire du vélo sans les petits trous alors qu'il a peine à marcher. Ce n'est pas de la mauvaise volonté de sa part, ni la provocation. C'est que neurologiquement, la connexion n'est pas encore câblée. Il n'a tout simplement pas l'équipement cérébral pour se calmer tout seul sur commande. Voilà, ça enlève un poids immense sur les épaules des parents d'entendre ça. Savoir que ce n'est pas une rébellion personnelle, mais juste de l'immaturité cérébrale, ça change complètement la donne. Et ça explique aussi tellement de choses sur leur façon de communiquer. L'analyse soulève un point crucial à ce sujet. C'est le manque de vocabulaire des plus jeunes. En effet. Face à une immense frustration, un enfant n'a pas les outils cognitifs et linguistiques pour analyser la situation. Un adulte pourrait dire par exemple, écoute, j'ai eu une journée très difficile, il y a trop de bruit ici et je crois que je suis en hypoglycémie, ce qui me rend très irritable. C'est sûr qu'on n'entendra jamais un enfant de 4 ans formuler ça de cette manière. Non, c'est impossible. Puisqu'il ne maîtrise pas cette communication verbale sophistiquée, c'est son langage corporel qui prend le relais. Il se roule par terre, il tape, il crie. C'est sa manière brute, très primitive finalement, de signaler un besoin urgent ou de purger une surcharge émotionnelle qu'il ne sait pas gérer autrement. Ce constat scientifique amène très naturellement à analyser l'efficacité de nos propres réactions d'adultes. Le modèle éducatif classique s'appuie encore énormément sur la peur, les punitions ou les cris pour tenter de faire cesser ce qu'on perçoit, à tort donc, comme un caprice. C'est vrai que la réaction réflexe quand un enfant hurle, c'est souvent de crier plus fort pour couvrir le bruit et le faire taire. Mais que se passe-t-il dans son cerveau à ce moment-là? Quand un adulte imposant crie sur un enfant, il provoque chez lui une décharge massive d'hormones de stress, principalement du cortisol et de l'adrénaline. Son cerveau perçoit une menace vitale. Il ne fait pas la différence entre un parent en colère et un prédateur. Il bascule immédiatement dans un état d'alerte maximal. Exactement. Le fameux mode combat, fuite, inhibition. Exemple, son cerveau interprète ça comme si un lion venait de rentrer dans l'entrée de la maison. C'est une excellente métaphore. Et dans cet état de survie, face au lion, les zones du cerveau dédiées à l'apprentissage, à la coopération, à la logique, eh bien, elles sont tout bonnement court-circuitées. Ah oui, c'est fascinant. Le cerveau supérieur se déconnecte pour laisser place aux réflexes de survie. Physiquement,
Un enfant terrifié ou hyperstressé ne peut plus assimiler aucune leçon de morale. C'est fou quand on y pense. L'adulte hausse le ton justement pour se faire entendre et faire passer un message, mais en faisant ça, il rend l'enfant littéralement incapable d'écouter et de comprendre le message en question. C'est le serpent qui se mord la queue. C'est pour cela que la source insiste sur une distinction très importante, la différence entre l'apprentissage de la prudence et l'apprentissage de la véritable responsabilité. Le livre intègre une citation très puissante du psychologue Haïm Ginot à ce sujet. Oui, je m'en souviens. Il dit « Quand on punit les enfants, ils se promettent d'être plus prudents et non plus obéissants ni plus responsables. Ça fait vraiment réfléchir. C'est d'une lucidité frappante. L'éducation basée sur la peur crée des petits stratèges. » Tout à fait. Au lieu de comprendre pourquoi il ne faut pas jouer au ballon dans le salon, par exemple parce que ça peut casser des choses auxquelles on tient, l'enfant va juste apprendre à cacher les morceaux du vase cassé pour éviter la punition. Il développe des mécanismes d'évitement. Il apprend à ne pas se faire prendre. Mais la leçon sur l'empathie ou le respect du matériel n'est pas du tout intégrée. Et pour que ce véritable apprentissage puisse se faire, l'approche préconisée par la parentalité consciente propose un chemin diamétralement opposé. Il ne s'agit plus d'étouffer l'émotion, mais d'aider l'enfant à la traverser. Mais comment on fait ça concrètement? Parce que quand un enfant est en pleine crise, l'instinct de l'adulte, c'est de vouloir que ça s'arrête tout de suite. Il faut d'abord comprendre ce qu'est une émotion. Scientifiquement, c'est une vague de tension qui monte dans le corps. Si l'on force un enfant à réprimer cette vague, par exemple s'il ravale ses larmes par peur d'une punition ou parce qu'on lui dit que ce n'est pas beau de pleurer, la tension ne disparaît pas par magie. Elle reste bloquée à l'intérieur, Voilà. Elle s'accumule et crée un barrage qui finit toujours par céder plus tard. sous forme de maux de ventre, d'anxiété ou d'une crise encore plus grosse le lendemain pour une broutille. Exactement. C'est pour cela qu'accueillir l'émotion est l'étape indispensable. C'est ce qui permet à l'enfant de la vivre pleinement pour qu'elle redescende. Et la validation joue un rôle clé là-dedans. J'ai été très marqué par un passage de l'analyse qui explique que dire à un enfant « ne sois pas triste » ou « ce n'est rien, ne pleure pas pour un jouet cassé », c'est presque nier son ressenti intime. C'est tout à fait ça. C'est comme lui dire que ce qu'il ressent à l'intérieur est faux. Mais j'avoue que je me pose une question. La source parle aussi de l'utilité physique des pleurs. Est-ce que les larmes ont vraiment un effet biologique bénéfique ou c'est juste psychologique? C'est très physiologique. Les pleurs sont extrêmement utiles car les larmes permettent d'évacuer matériellement les hormones stress hors du corps. C'est un véritable mécanisme de nettoyage naturel du système nerveux. D'accord. Donc, l'empêcher de pleurer, c'est l'empêcher d'évacuer ce stress. C'est fascinant, le corps est super bien fait. Et la source donne d'autres exemples, comme avec la peur. Le simple fait de jouer avec sa peur, d'utiliser l'imaginaire pour combattre des monstres sous le lit avec des peluches, ça permet de redonner à l'enfant un sentiment de contrôle actif sur une situation qui le terrorisait. Exactement. Comprendre ces mécanismes neurologiques est une première étape essentielle. Mais l'application au quotidien au milieu du chaos familial, c'en est une autre. Et c'est là que la source excelle, en faisant le pont entre la théorie et la pratique. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie concrètement? Parce que, bon, la théorie sur le cortex préfrontal, c'est formidable, mais soyons réalistes. Il est 18h30, le bain coule, le repas est sur le feu, la fatigue de tout le monde est à son comble, et soudain, une bagarre éclate au milieu du salon. La fameuse heure de pointe. Voilà. En tant que parent épuisé, on n'a pas forcément l'énergie de faire une thèse de psychologie sur le moment. Est-ce que cette approche ne risque pas de prendre beaucoup trop de temps au quotidien? C'est la critique la plus fréquente et elle est très légitime. Sur l'instant, oui, cela demande un peu plus de temps et d'efforts conscients que de simplement hurler « arrêtez ça tout de suite ». Mais l'investissement est très rentable, car cela prévient des heures de crise récurrentes à l'avenir. Ça fait gagner du temps sur le long terme? Exactement. Et pour aider les parents dans ces moments de tempête, la source propose une méthode très structurée, une vraie boussole. La fameuse méthode en 3 temps. D'accord. Imaginons une situation du quotidien pour bien comprendre. Mettons que mon enfant se met subitement à sauter frénétiquement sur le canapé du salon au risque de le détruire. Quel est le temps 1 de cette méthode? Le temps 1, c'est de décoder. La réaction traditionnelle serait de réagir à chaud et de menacer d'une punition. Le temps 1 nous invite à faire une pause de 2 secondes pour observer et chercher le besoin caché sous l'action. Ok, Dans le cas du canapé, l'enfant ne cherche pas à vous ruiner financièrement. Il a manifestement une grande énergie motrice à décharger, un besoin physique de bouger. d'accord. Donc, je vois qu'il a besoin de bouger, je passe au temps 2. J'imagine que c'est là qu'on valide l'émotion tout en mettant le haut là. C'est exactement le temps 2. Valider et nommer l'émotion ou le besoin, tout en rappelant fermement la règle.
L'adulte intervient de manière calme, mais très claire en disant par exemple: je vois bien que tu as un immense besoin de sauter partout. Tu débordes d'énergie. Je le comprends. Mais la règle de la maison est qu'on ne saute pas sur le canapé pour ne pas l'abîmer. J'aime bien le «je comprends, mais» ça valide sans pour autant laisser tout faire. Ensuite, il y a le temps 3, parce que si on s'arrête là, l'enfant est juste frustré de ne plus pouvoir sauter. Parfaitement. On ne laisse jamais l'enfant dans une impasse avec son besoin insatisfait, car sinon la crise va reprendre autrement. Le temps 3, c'est proposer des alternatives. On redirige en fait. C'est ça. On redirige l'énergie vers une solution acceptable pour tout le monde. Par exemple, tu ne peux pas sauter sur le canapé, mais tu peux aller sauter sur les gros coussins par terre dans ta chambre où l'on peut faire 5 minutes de course dans le couloir. C'est très astucieux parce que ça désamorce le conflit en proposant une porte de sortie honorable pour l'enfant, tout en préservant le mobilier. Mais essayons avec une situation beaucoup plus chargée émotionnellement. Allons-y. Prenons le grand classique. L'enfant A arrache des mains le jouet de l'enfant B. L'enfant B, fou de rage, se met à taper. C'est très dur de rester zen quand un enfant en tape un autre. Comment on applique les 3 temps ici, Evelyne? C'est un excellent test pour la méthode. Temps 1, on décode. L'enfant B ressent une profonde injustice. Il est envahi par la colère primaire de s'être fait prendre son bien. Il n'a pas les mots, donc il utilise ses poings. Ok, c'est limpide. Temps 2, l'adulte intervient, valide, mais pose la limite absolue de la violence. Je comprends tout à fait ta colère, c'est très frustrant qu'on t'ait pris ton jouet sans demander, mais la règle est stricte, on ne tape pas. Et pour le temps 3, comment on redirige l'envie de taper? On lui offre des alternatives sociales, on l'outille. Tu as le droit d'être en colère, tu peux dire non, c'est à moi très fort avec ta bouche, ou tu peux venir me chercher pour que je t'aide à récupérer ton jouet. On lui enseigne en fait la compétence sociale pacifique qui lui fait défaut pour gérer un tel conflit. Mais attends, on est bien d'accord que même si on fait ça parfaitement, ça ne marchera pas forcément du premier coup. Je veux dire, on risque de devoir répéter ça des dizaines de fois avant qu'il ne vienne me chercher au lieu de taper. Ah, c'est même certain. Et l'auteur insiste lourdement sur ce point. C'est tout le cœur de cette philosophie. L'éducation est un apprentissage de compétences complexes. Ce n'est pas un interrupteur magique. Non, il serait illusoire de penser qu'appliquer la méthode une seule fois réglera le problème de la gestion de la colère à vie. C'est comme tout apprentissage, au fond. Absolument. L'apprentissage social et émotionnel exige autant de répétitions, de coaching régulier et de patience que d'apprendre à lire ou à faire du vélo. C'est très juste. Lorsqu'un enfant tombe de son vélo lors de ses premiers essais, on ne se met pas à hurler dessus en le punissant. On l'aide à se relever, on l'encourage à comprendre comment mieux garder son équilibre et on l'invite à recommencer. C'est une excellente comparaison. Il en va exactement de même pour la gestion de la frustration. Le cerveau immature de l'enfant a vitalement besoin de cette répétition bienveillante et structurée de la part de l'adulte pour consolider ses nouveaux circuits neuronaux. Ce qui soulève une question importante et permet par la même occasion de clarifier une idée fausse qui circule énormément au sujet de ces nouvelles approches éducatives. Laquelle? Eh bien, la parentalité consciente, parce qu'elle fait la part belle à l'écoute et à la validation des émotions, est très souvent, à tort, confondue avec du laxisme. Ah oui, on entend souvent dire que c'est l'enfant roi, qu'on le laisse tout faire sous prétexte d'accueillir ses émotions. Or, ce n'est absolument pas le cas. Poser un cadre structurant et des limites très fermes n'est pas contradictoire avec l'empathie. Au contraire, c'est offrir un contenant, une sécurité psychologique indispensable au développement de l'enfant. C'est ce qui le rassure en fait. Exactement. Quand on impose une heure de coucher régulière, malgré les protestations de l'enfant, ce n'est pas pour remporter une victoire dans un rapport de force ou pour prouver qu'on est le chef, c'est pour enseigner concrètement à l'enfant l'importance fondamentale de prendre soin de son corps et de son sommeil. Poser une limite, de cette manière, c'est un véritable acte de soin. L'éducation est donc un équilibre extrêmement délicat. C'est l'art de naviguer entre le maintien d'une structure sécurisante et la flexibilité de l'empathie. La source résume cet équilibre délicat par une formule poétique et très juste. L'éducation doit fournir un équilibre entre enracinement et envol. C'est une très belle image. Oui, des racines solides et sécurisées par le cadre et les règles de la maison, et des ailes pour grandir et s'autonomiser grâce au respect absolu de l'individualité et des émotions de l'enfant. Des racines et des ailes, l'enracinement et l'envol. L'image est aussi belle que puissante pour clore cette analyse. Et ça nous amène d'ailleurs à réaliser quelque chose de fascinant quand on y pense. Qu'est-ce donc?
On se demande, au fond, si les bénéfices de cette démarche ne vont pas beaucoup plus loin qu'on l'imagine. Si l'empathie, la connexion authentique et la bienveillance agissent littéralement comme un engrais pour développer et structurer physiquement le cerveau en pleine croissance de l'enfant, cela ouvre une réflexion profonde pour les adultes. C'est-à-dire sur notre propre fonctionnement. Oui, en choisissant consciemment, jour après jour, de rompre avec le cycle des vieux rapports de force et de la punition, en faisant cet effort incroyable de réguler nos propres réactions de cocotte-minute pour devenir les guides calmes dont les plus jeunes ont besoin. C'est vrai que c'est un travail colossal sur soi-même. Et c'est là où je veux en venir. Cette pratique quotidienne de la parentalité consciente ne serait-elle pas en train, de manière silencieuse et invisible, de remodeler et de guérir discrètement le cerveau des adultes eux-mêmes? C'est une magnifique réflexion. C'est une invitation magnifique, en tout cas laissée à notre auditoire pour méditer. Le pouvoir profondément transformateur de l'éducation ne s'applique peut-être pas seulement à ceux qui grandissent, mais tout autant à ceux qui les accompagnent sur ce chemin exigeant. Je ne pouvais pas mieux dire. Un grand merci d'avoir partagé ce moment de réflexion avec nous aujourd'hui, et à très bientôt pour de nouvelles découvertes passionnantes.